Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo traitant de l'IPv4. Ici, nous allons particulièrement regarder la problématique de l'épuisement des adresses IPv4 ainsi que les solutions techniques qui ont été proposées pour faire perdurer IPv4 jusqu'encore aujourd'hui. Tout d'abord, je vous rappelle le tableau qui représente tous les blocs /8 d'IPv4 possibles et imaginables. Alors là-dedans, on enlève les adresses qui sont réservées et ça nous montre globalement toutes les adresses possibles, toutes les adresses IPv4 possibles qu'on peut assigner pour des adresses publiques. Alors en 93, il y a déjà 35% de tous les blocs assignables qui sont assignés. Donc déjà on voit en fait que l'utilisation grandit relativement vite. Alors la principale cause de cette distribution trop importante, c'est le principe des classes. On avait vu l'exemple de l'entreprise qui avait besoin de 400 adresses, de 400 machines. Eh bien, on lui attribuait une classe B, puisque ça ne rentrait pas dans une classe C, et du coup se retrouvait avec 65 000 adresses alors qu'elle n'en avait besoin que de 400. D'autre part, on voit aussi l'augmentation du nombre d'équipements qui sont connectés sur Internet. Donc l'Internet en 93 commence à prendre un certain boom avec l'apparition des premiers fournisseurs d'accès Internet. Et donc du coup, on voit de plus en plus de sites et donc on commence à distribuer aussi beaucoup plus d'adresses. Alors pour rappel, c'est en 81 que l'IPv4 devient un standard. En 89, on voit apparaître les premiers fournisseurs d'accès Internet commerciaux. Et en 92, on commence à décrire en fait la problématique de l'épuisement des adresses IPv4. Donc là, on se rend compte qu'il y a un problème. À partir de 93, il va y avoir plusieurs propositions. La première, c'est le Classless Interdomain Routing que j'expliquerai juste après. Un petit peu plus tard, en 94, on va proposer le mécanisme du NAT, Network Address Translation. Et en 96, on va commencer déjà à parler d'IPv6 comme remplaçant de l'IPv4. Alors pour information, nous verrons qu'en 2011, nous atteignions la fin des adresses IPv4 que IANA pouvait distribuer. Donc on atteint en 2011 la fin des adresses IP, du pot de toutes les adresses IPv4 possibles et imaginables. Alors, le Classless Interdomain Routing remplace le concept des classes. Donc avant, de nouveau, on avait des classes qui représentaient des tailles, donc un nombre d'hôtes possibles qu'on pouvait assigner dans une classe en particulier. À partir du Classless Interdomain Routing, on va juste assigner le nombre d'adresses nécessaires pour les demandes. Donc, par exemple, je reprends le cas de l'entreprise qui avait besoin de 100 machines sur le réseau. Eh bien, à l'époque, on lui assignait une /24, donc une classe C, qui pouvait contenir 254 machines. Avec le Classless Interdomain Routing, on va lui assigner un /25, donc c'est plus une classe C, mais un petit bout d'une classe C. Donc c'est la moitié d'un /24, c'est-à-dire 126 machines possibles. Donc on économise déjà un certain nombre d'adresses qui peuvent être attribuées du coup à une autre entreprise. Reprenons le cas de l'entreprise aussi avec les 400 machines. Alors, avant, on lui assignait une /16, donc une classe B, qui pouvait contenir jusqu'à 65 534 machines, alors que le besoin était plus faible. Avec le Classless Interdomain Routing, on lui assignera un /23, soit un réseau qui peut contenir 510 machines. Du coup, on économise énormément d'adresses, 65 000 adresses à peu près, qu'on peut de nouveau assigner à d'autres entreprises ou à d'autres demandeurs. On va aussi introduire la notion de Network Address Translation, Port Address Translation. Alors dans ce cas-là, on va massivement utiliser les adresses IP privées. Donc dans un réseau local, on ne va plus assigner des adresses IP publiques. Alors pour la plupart, vous aurez peut-être jamais connu ça. Même moi, j'avoue ne pas l'avoir connu. Mais à une époque, dans les réseaux d'entreprise, sur votre PC de bureau, vous aviez une adresse IPv4 publique. Maintenant, c'est fini. À partir de 94, on va décider de plutôt utiliser des adresses IP privées à l'intérieur d'un réseau local pour pouvoir communiquer en interne. Donc là, il n'y a aucun problème. Et lorsqu'on veut communiquer vers l'extérieur, on va traduire ces adresses IP privées par une adresse IP publique unique qui sort vers l'Internet. Donc c'est l'adresse IP publique de l'entreprise.
L'outil, enfin donc les équipements qui permettent de faire ça, les routeurs, des firewalls, vont garder trace de cette translation qu'ils ont effectuée en utilisant en fait un port de sortie bien défini. Et donc quand un paquet revient sur ce port, ils savent qu'ils doivent retraduire dans l'autre sens vers une adresse privée de la machine qui avait fait la demande à l'origine. Du coup, on utilise beaucoup moins d'adresses IP publiques. Les adresses IP publiques sont vraiment réservées à des utilités de serveurs, donc à des machines qui doivent être absolument jointes depuis l'extérieur, donc des machines qui vont proposer des services web par exemple, ou voilà, qui doivent être accessibles depuis l'Internet. Ici, nous avons un petit schéma qui montre la distribution des adresses IP, donc la ligne bleue, par IANA. Donc plus ou moins en 93, là où on se dit potentiellement on risque d'avoir un souci, vous avez en fait la courbe qui se divise en deux. Donc la courbe bleue c'est la réalité, la courbe rouge c'était la projection si nous continuions à travailler en classful, donc avec les classes A, B et C, et sans le NAT. Alors, lorsqu'on a mis en place le Classless Interdomain Routing et le NAT, nous voyons effectivement que la courbe s'est complètement aplatie. Et ça a permis en fait de pouvoir continuer à utiliser IPv4 pendant plusieurs années. Alors en 93, on était environ à 35% de tous les blocs assignés. En 2000, il y a 50% de tous les blocs IPv4 qui sont assignés. Et puis ça s'accélère. En 2007, 75%. En 2010, 90%. Et en 2011, tous les blocs IPv4, tous les /8 que Yana avait en sa réserve, ont été distribués. Donc il n'y a plus de blocs /8 qui peuvent être distribués vers les régions. Yana a tout consommé. Donc 2011, Yana a distribué son dernier /8. En avril 2011, l'Asie-Pacifique commence déjà à utiliser son dernier /8. RIPE-NCC en 2012 commence aussi à utiliser son dernier /8 qu'il a reçu de Yana. ARIN, LACNIC et AFRINIC en juin 14, septembre 14 et mars 2017 ont aussi utilisé leur dernier /8. Et pour RIPE-NCC, donc pour ce qui concerne l'Europe, en novembre 2009, on commence à assigner le tout dernier /22, donc du côté de RIPE-NCC, il n'y a plus beaucoup d'adresses qui sont utilisables. Alors, il y a parfois des adresses qui reviennent, donc les universités, par exemple, avaient un grand nombre d'adresses IPv4 qui n'étaient pas forcément utilisées, et les universités ont la possibilité de rendre ces adresses au RIPE-NCC pour pouvoir après les redistribuer à d'autres entreprises qui en auraient besoin. Donc il y a tout un échange, un mécanisme d'échange d'adresses IPv4 qui s'est mis en place, parfois d'ailleurs de manière commerciale aussi. Donc il y a encore des adresses, on peut encore trouver des adresses IPv4, mais ici nous sommes vraiment très très loin, donc on est vraiment dans la fin de la possibilité de distribuer des adresses IPv4 publiques.